Le changement climatique et les écosystèmes marins. Donc voilà, je m'autorise à parler de ça parce que, comme l'a dit Yves, ça fait maintenant une trentaine d'années que je m'intéresse aux écosystèmes, surtout côtiers, et à leur évolution. Et j'ai commencé, en fait, j'ai mis les pieds dedans très tôt, puisqu'en thèse, dans les années 80, mon sujet était sur ce qu'on appelait à l'époque la variabilité du recrutement des espèces marines. Comment, pourquoi la sole, certaines années, se reproduit bien et pourquoi certaines autres années, ça ne va pas. Pourquoi, sur des cycles d'une dizaine d'années, la coquille Saint-Jacques apparaît, disparaît, etc. Donc on était sur des sujets déjà très environnement, population marine. À l'époque, la thématique du changement climatique était quasiment inexistante, mais évidemment, étant les pieds là-dedans, dès que les sujets climatiques et les tendances, les dérives de systèmes sont apparus, les gens qui avaient le nez dans le déterminisme du recrutement des espèces marines ont été amenés donc à travailler sur, ou à centrer leur réflexion autour de ces changements globaux et à long terme. Également, je me suis pas mal intéressé, et ça pourra transparaître un peu par moment, à des aspects de paléo-environnement, pas forcément anciens, en travaillant à partir des coquillages, et notamment de la coquille, pas notamment de la coquille. Donc je suis passé un peu de l'animal, on va dire, lieu de métabolisme, à la production coquillère, et je travaille avec une équipe à Brest sur l'utilisation des coquilles de bivalves marins comme indicateur très haute résolution des changements environnementaux. Ça apparaîtra peut-être dans mes diapositives, je ne sais plus exactement, mais sur un coquillage, on peut avoir de l'information à l'échelle du jour, en termes d'environnement, par l'isotopies, par les éléments traces, etc., voire à l'échelle de l'heure. Donc un coquillage grandit sans arrêt beaucoup plus vite qu'un corail. Donc évidemment, le magnétophone va beaucoup plus vite, et donc on a beaucoup plus d'informations, évidemment sur des courtes périodes. Donc voilà, je suis parti un peu sur ces questions-là. Donc c'est à ce titre-là que je me permets de parler de manière un peu globalisante. Je ne vais pas parler que de mes travaux, hein, de ce type de sujet. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire la démonstration. Ça serait, donc je le répète, assez déplacé. Mais depuis qu'on sait mesurer la température à la surface de la planète, on a pu mettre en évidence des variations, haute fréquence et surtout une tendance forte. Et je crois que ça va jusqu'à 2013, donc on voit l'année 2012, qui est l'avant-dernière à droite. Donc on est dans des records de température actuellement avec environ 1 degré de plus par rapport à une moyenne standardisée donc, au cours du XXe siècle. Ça, c'est l'observation mesurée, tant qu'il y a des thermomètres, qu'il y avait des thermomètres. Évidemment, si on prend du recul et on regarde, et là, je pense qu'ici, vous êtes nombreux à être dans ces sujets-là, si on regarde ça, c'est donc sur le millénaire. On n'a pas de thermomètre, évidemment, au-delà de 150-200 ans, mais on a des tas de proxys très variés. Certains d'entre vous, on est vraiment là-dedans. Et donc, on a une courbe de température sur 1000 ans, et puis on a voilà, ce qui avait été appelé, vous le savez, la canne de golf. Hein, ça se met à monter très très vite. Et on est donc aujourd'hui plutôt quelque part ici. Et puis on a à droite des perspectives avec les différents scénarios, les différents scénarios que propose le GIEC. Et donc voilà, une gamme d'élévation thermique. Et vous savez que l'accord de Paris, c'est un engagement pour essayer de limiter ça à 2 degrés, voire moins. Mais on est donc sur cette dynamique. Donc voilà, si on prend du recul, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Et évidemment, quand on est biologiste, on se dit qu'il se passe un truc qui vaut vraiment le coup d'être regardé de près, et c'est de ça qu'on va essayer de parler. Le processus, on le connaît, les gaz à effet de serre, vous le connaissez très bien. Et voilà, c'est quand même la courbe de l'observatoire de Mauna Loa qui a été un moment très de cristallisation des esprits scientifiques extrêmement fort. Et donc, les processus sont bien connus, ils sont compris, on peut même les modéliser. On sait ce qui se passe actuellement sur la planète Terre en termes d'effet de serre et de réchauffement climatique. Je sais qu'il y a des glaciologues ici, donc c'est leur faire un affront de leur montrer ça, mais il y a des tas de témoignages de ce qui se passe sur la Terre. Les glaciers sont évidemment un témoignage assez édifiant, je dirais, de ce qui se passe sur la Terre. Ici, on a des glaciers donc, boliviens sur une période qui va de 1940 à 2005. On voit donc toute cette régression des glaciers là-bas comme ailleurs, en Europe et ailleurs. Si on revient un tout petit peu vers la France, sur de plus près, donc ça c'est la température moyenne, donc, en anomalie, l'anomalie de température moyenne sur la période qui commence, donc la période du XXe siècle, avec une référence donc, qui est la période 80-2010.
Et donc, bon voilà, évidemment la variation interannuelle reste forte, elle est peut-être même autre chose que interannuelle, mais peu importe, on a une tendance quand même très lourde. Je ne suis pas ici pour redémontrer cet état de fait. Donc tout ça, ça vient de l'activité humaine, au moins les processus rapides de réchauffement climatique que l'on observe actuellement. Différentes sources. Évidemment, la combustion des carburants fossiles est la première, mais on a d'autres comportements comme la déforestation, l'agriculture intensive et d'autres choses qui augmentent ces gaz. Évidemment, le CO2, c'est le premier. Le méthane n'est pas pour rien dans l'affaire, même s'il est moins important quantitativement, il est extrêmement actif pour ce qui est de l'effet de serre. Cet effet de serre a des conséquences donc, sur la température, évidemment, mais sur bien d'autres choses, sur le climat général, et quand on parle de l'océan, évidemment, sur les vents, leur direction, leur intensité, sur les houles, sur l'état de surface de la mer, sur la fréquence des événements extrêmes, sur le niveau de la mer, qui est un vrai sujet. J'en parlerai peu aujourd'hui parce que, en termes d'impact sur l'écosystème, on est finalement pas très à l'aise pour en parler. Évidemment, sur les courants, sur la stratification, donc un effet de serre qui a des effets un peu partout, et puis des variations sur la composition gazeuse de l'atmosphère, qui évidemment a un impact fort sur les océans par dissolution à l'interface, et donc avec cette question de l'acidification, donc la diminution du pH liée à la dissolution d'une quantité excessive de CO2, ou en augmentation en tout cas, et donc qui impacte l'acidification et qui donc impacte beaucoup la vie marine. On y reviendra. Bon, alors l'océan, une fois de plus, faire ça ici, c'est quand même un peu gonflé, ça je pense que vous connaissez. C'est la grande distribution thermique par l'océan. Les grands chiffres, peut-être qu'on a besoin simplement de se remettre en tête, c'est que 90% de la quantité de chaleur induite par les changements climatiques est absorbée par les océans, depuis le début de l'augmentation induite par l'activité humaine. Et, je dirais un peu à la grosse ou en moyenne, 25% du CO2 émis, en plus depuis la révolution industrielle, est déjà absorbé donc, par les océans. Bon, donc un rôle extrêmement important. On peut parler de thermostat, de distributeur, de ventilateur, mais l'océan a un rôle évidemment central. Pour ce qui est de l'incorporation, et là je rentre un peu dans le vivant, pour ce qui est de l'incorporation de ce CO2 atmosphérique à l'interface, donc par dissolution à l'interface, il y a évidemment les processus physiques de dissolution passive et de ventilation et de distribution de ce CO2, mais il y a aussi donc tout ce qu'on appelle la pompe biologique à carbone. C'est donc la vie qui là joue son rôle par donc, captage du CO2 de surface par la production primaire, par le phytoplancton, consommé par du zooplancton, reminéralisé par des bactéries, récupéré par des poissons, réémis éventuellement par des processus respiratoires, mais en partie piégé, séquestré par sédimentation dans l'océan profond. C'est donc un processus de séquestration vers le fond. C'est ce qu'on appelle, de manière assez générale, schématisée ici très très simplement, la pompe biologique à carbone. Elle est importante et son fonctionnement est variable. Et c'est là la grosse question quand on est biologiste, c'est comment ça varie, comment ça va varier, est-ce qu'on peut agir pour que ça varie plutôt dans le bon sens, etc. Donc juste un mot donc, sur ce processus. Voilà, donc l'océan se réchauffe, venons-en à l'eau. L'océan se réchauffe et on peut mesurer la température de l'océan. Et on s'aperçoit et on retrouve quelque chose qui mime assez bien ce qu'on a vu pour ce qui est de la température moyenne à la surface du globe. Donc une augmentation de la température, et si on s'arrête en 2010, vous connaissez l'histoire de ce petit plateau qui a fait tant écrire, tant discuter. Si j'avais mis la courbe un peu plus loin, évidemment, on remonte avec les valeurs de 2012 qui sont des valeurs extrêmement élevées pour ces températures de surface. Je ne détaillerai pas ça, simplement pour se remettre en tête, on sait que, je vous ai simplement mis ça pour que ça reste bien dans les esprits, voilà, c'est l'évolution thermique à la surface planétaire depuis les années 50 jusqu'à 2013. Donc c'est un modèle de la NASA. Il se passe pas mal de choses, ça monte pas partout à la même vitesse, c'est important évidemment quand on fait de l'écologie, tout ne va pas réagir de la même façon, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc ça se réchauffe, c'est indéniable. On sait le retranscrire, on sait l'anticiper en fonction de différents scénarios d'évolution de la température atmosphérique. Alors sans aller sur des modèles généraux, etc., on peut mesurer, et là, donc ça c'est une prise de température au large de la Bretagne. C'est une série qui n'est
même pas complété, mais peu importe. Et le principe, c'est que ça n'est pas, et je pense que c'est important quand on parle au grand public, ça n'est pas que des modèles magnifiques avec des tas de couleurs sur une planisphère. C'est des thermomètres qu'on plonge régulièrement. Et là, c'est en fait des données récupérées par Ifremer dans le cadre des suivis environnementaux et de ressources, et de ressources marines, hein, dans les campagnes régulières que l'Ifremer fait au large de la Bretagne, dans le golfe de Gascogne. Et donc voilà, on a des températures de surface dans les 0,50 mètres, plus profond, donc avec des élévations de plus de 20 degrés en surface pour le golfe de Gascogne. C'est assez considérable, évidemment, sur des périodes aussi courtes. C'est la traduction du changement global que l'on voit à l'échelle de ce golfe de Gascogne, avec d'autres contraintes, d'autres forçages sur cette variabilité, mais on est dans le même trend général d'élévation des températures. Évidemment, et très brièvement, une autre manifestation au niveau océanique, c'est la régression des glaces, hein, la régression de la surface de la banquise. Si on prend ce schéma pour le garder en tête, hein, c'est pas ce schéma d'ailleurs, c'est ces observations. En septembre 82, donc on est au minimum de glace. C'est la couverture de glace donc, sur le pôle Nord. Et voilà ce qu'on avait en 2012. On est aussi dans un trend très très fort. Et vous le savez, des estimations donnent une disparition de la glace estivale sur le pôle Nord vers 2030. Peu importe en 2025, en 2035, en 2040, le processus est extrêmement rapide et parfaitement mesurable. Alors, un océan qui est de plus en plus acide, et je sais qu'il y a beaucoup de chimistes ici, donc de la même façon, je vais passer très vite. L'acidité donc, se mesure en unité pH, quantité de protons, plus pH diminue, plus l'eau est acide. L'océan est depuis très longtemps légèrement basique, et on sait qu'on a déjà perdu un décimal depuis la débullisation industrielle, donc une diminution de ce pH, une augmentation de l'acidité. Voilà à peu près le trend général, donc on est sur 1/10 sur la période 90-2008. Il y a suffisamment de géochimistes ici. Évidemment, c'est la libération de protons initiée par l'équilibre des carbonates sous dépendance de la dissolution du CO2 atmosphérique qui produit cette baisse du pH. Ça touche pas mal de choses dans les océans, mais d'abord les petits organismes, et ça on peut les mesurer. Donc les petits théropodes, des petits organismes du plancton à coquilles très fines, c'est eux les plus facilement altérés par une augmentation de l'acidité. Évidemment, la question des coccolithophiridés est également centrale, puisqu'on a là un élément important de ce dont on parlait tout à l'heure, qui est la pompe biologique à carbone. Et évidemment, par l'acidification des océans, le fonctionnement de cette pompe, qui est une des grandes pompes de CO2 atmosphérique vers les fonds marins, eh bien, on peut avoir une altération du rôle de l'océan dans ces nouveaux équilibres. Voilà, et puis encore une caractéristique dans cet océan qui subit le changement climatique, une stratification qui va croissante, donc des masses d'eau plus stables. Ici, on a, c'est simplement une observation faite sur le transect atlantique des températures de l'eau, avec évidemment ces couches de surface plus chaudes, les couches de fond froides. Et évidemment, le réchauffement climatique induit une augmentation de la stratification, une stabilisation du système. Alors évidemment, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça diminue la capacité de ventilation et de distribution aussi bien des gaz que de la capacité de chaleur, la quantité de chaleur dans le fond des océans. Donc c'est une boucle d'amplification du signal de réchauffement climatique qui se met en place avec la stratification accrue. Voilà, et puis j'en disais quelques mots tout à l'heure. Le niveau de la mer qui s'élève, pour des raisons variées, mais la dilatation, la fonte des glaciers continentaux, et puis les calottes glaciaires, celles de l'Antarctique et du Groenland, qui sont évidemment les deux grands éléments de cette masse glacée, qui fondent et qui peuvent fondre, vous savez, assez rapidement et glisser vers les océans. Donc je viens de Brest, donc j'ai ramené avec moi la mesure du marégraphe de Brest, qui mesure le niveau de la mer depuis assez longtemps, puisque les premières mesures remontent même avant 1800. On a des mesures à la fin du XVIIIe siècle, elles ne sont pas validées, elles ne sont pas mises dans ce graphique-là. Mais bon, sérieusement, on a des bonnes mesures à partir du début du XIXe siècle. Donc c'est une tour marégraphe qui est dans le port de Brest, certains doivent la connaître. Et donc ça a été quand même, c'est une série, c'est l'une des plus longues au monde, je crois que c'est même la plus longue, si on intègre l'ensemble des données. Et donc, elle permet d'avoir une petite idée de ce qui est en train de se passer en termes d'élévation du niveau de la mer. C'est un processus
évidemment ancien, on est encore dans la phase terminale d'une transgression liée au dernier réchauffement, et donc nous sommes en plein dans un interglaciaire, mais ce qu'on voit maintenant, c'est plutôt une tendance à l'augmentation. Je sais qu'il y a une évaluation très récente qui a été publiée, ça a augmenté un peu, mais bon, restons dans ce chiffre-là, qui est celui déduit des séries d'observations de 83 à 2004. On est autour des 3 mm par an, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et il y a de grosses incertitudes sur les niveaux atteints, potentiellement donc, atteints, projetés à la fin du siècle actuel. Et donc voilà un peu ces courbes d'élévation du niveau de la mer, où il y a un étalement assez important. L'observation est là, on en est là, et on est sur plusieurs scénarios avec un fort étalement, et évidemment qui dépendent aussi des scénarios, des choix que l'humanité prendra sur la production de CO2 et sur son type de développement. Voilà, et puis des situations d'augmentation des événements extrêmes, on en a eu assez récemment un peu partout dans le monde. Je pense que c'est une énorme prise de conscience actuellement, hein. C'est un sujet qui devient extrêmement dominant, ces problèmes de submersion, d'érosion. En France, on n'est peut-être pas enfin, on est très touché, mais si vous avez l'occasion d'aller à Jakarta, vous verrez qu'il y a 1 million de gens qui sont déjà les pieds dans l'eau, et là-bas, il n'y a vraiment pas les moyens de les déplacer. Donc, le problème de Xintia est un vrai problème, mais si on se déplace un peu dans le monde, le problème, il a d'autres dimensions. Et puis, pour des pays riches, j'étais, il y a encore assez peu de temps, au Canada, et on a vu dans les tempêtes récentes sur le bord du Saint-Laurent tomber des morceaux de villages, des villages entiers parfois, dans le Saint-Laurent. Donc ça devient un sujet extrêmement préoccupant, dont les politiques semblent enfin se saisir. Voilà, donc ça se réchauffe, l'océan également en témoigne, avec une autre inertie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'impacts à différents niveaux, et la vie marine peut être affectée à ces différents niveaux. Alors, évidemment, un organisme qu'on réchauffe, il va commencer à avoir sa physiologie qui va être altérée. Et en général, c'est qu'on mesure assez bien, enfin assez bien, pas très bien d'ailleurs, mais ce qu'on connaît depuis longtemps, c'est des très vieilles lois de la bioénergétique, de la physiologie. Si on augmente la température d'un organisme qui ne régule pas, un ectotherme, comme le sont de nombreux invertébrés marins et même une majorité des espèces marines, eh bien on accélère son métabolisme et il a besoin d'un substrat énergétique supplémentaire pour simplement subvenir à ses besoins de survie. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la maintenance de l'organisme, si la température monte, elle demande plus d'énergie, cette maintenance. Évidemment, donc, il y a moins d'énergie pour d'autres choses. Et ce qu'on mesure bien, en général, c'est sur la croissance. On voit des niveaux de croissance maximale, ce que l'animal peut faire en termes de croissance, qui sont limités. Donc, une diminution de la taille adulte. C'est quelque chose qu'on observe chez des tas de poissons, chez des tas de mollusques, etc. Alors, ce qu'on a fait, et là je vous parlais de choses un peu plus personnelles, puisque je me suis penché là-dessus depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est certains animaux, comme je parlais tout à l'heure des bivalves, ici c'est la coquille Saint-Jacques, eh bien, on a travaillé avec toute une équipe qui s'est étoffée à Brest sur ce sujet, et puis c'est un sujet largement international depuis quelques années, mais ces animaux, en fait, ont la caractéristique de me présenter des stries sur leur coquille. Vous voyez les stries assez blanches, là il y en a une, deux, trois, il y en a une quatrième là. Ça, c'est connu depuis toujours. Ces animaux marquent les arrêts de croissance. Et quand on est plutôt sur la limite, nord de répartition des espèces, c'est l'hiver. L'hiver froid se marque par un arrêt de croissance. Et donc là, on peut compter, cet animal, il a eu un premier hiver, un deuxième, un troisième, un quatrième. Ça, c'est connu depuis longtemps. En général, à la limite sud de l'aire de répartition de ces animaux, ce qui est marqué, c'est plutôt l'été. Une espèce d'estivation, il fait trop chaud, elle s'arrête. Donc c'est plutôt des anneaux en été. C'est une loi assez générale, et ça, c'est connu depuis longtemps. Ce qui était moins connu, et même presque pas, en fait, et qui a été découvert dans les années 90, c'est que ces animaux, à l'image de beaucoup de choses qui se développent, par beaucoup d'organismes qui se développent par accrétion, par rajout de matière, eh bien, ils laissent des marques. Ils laissent des marques, et si sur les coraux, les marques sont plutôt annuelles, ici, on a la chance, sur ces animaux à croissance rapide, d'avoir, et donc ça, c'est une observation de ce petit élément ici, simplement à la loupe, dans ce microscope électronique ici, et on voit donc qu'il y a des crêtes et des stries. Alors si on travaille un peu la crête, si on l'acidifie un peu pour la limiter, etc., et qu'on grossit un peu au microscope électronique, voilà à quoi ça ressemble la surface d'un coquillage. Et on a pu prouver par des tas de méthodes que c'est une journée qui s'est écoulée entre deux crêtes successives.
Donc on a un gros potentiel pour étudier non plus la croissance en disant voilà, je fais une courbe. Alors, je pense que vous connaissez les courbes de von Bertalanffy. Chaque année, il y a un peu de croissance, et puis la croissance avec l'âge se tasse, et je fais une belle courbe de von Bertalanffy avec un taux de croissance, une taille maximale. Là, il ne s'agit plus de ça, on est la croissance jour après jour. Et on tire beaucoup d'autres informations, notamment, et ça devient intéressant quand on s'intéresse aux variabilités environnementales, et notamment au climat, on tire des informations sur la durée de la fenêtre de croissance dans une année. C'est-à-dire que ça ne grandit pas tout le temps, ça commence à un moment, ça s'arrête à un moment. La croissance maximale dans une journée, dans cette année, etc. etc. On tire de l'information beaucoup plus fine et qui est d'un grand intérêt donc, pour comprendre comment les variations environnementales sont traduites dans la croissance. Alors, évidemment, je n'en parlerai pas aujourd'hui, je n'ai pas du tout prévu d'en parler, mais c'est aussi sur cette base-là qu'on fait du paléo, puisque on est capable d'échantillonner en ablation laser donc à chaque strie et faire de l'isotopie stable, par exemple, hein, sur une base journalière, voire encore moins si on fait des spots un peu plus petits. Il faut savoir qu'ici, il y a environ 200-300 microns. Hein. Donc il y a du matériel hein, à ces échelles-là, à l'échelle de l'heure quasiment. Et que ce soit en isotopie ou en élément trace, on peut tirer beaucoup d'infos. Mais ça, je n'irai pas là-dessus, je reste sur la croissance pour l'instant. Et donc voilà, on mesure la croissance et on tire, voilà, si on mesure entre ce premier hiver qui était là et ce deuxième hiver qu'on voyait tout à l'heure, je mesure toutes les stries et j'ai la courbe de croissance journalière dans cette année-là. D'accord ? Ces animaux naissent en général en milieu d'année, donc la naissance, elle est là. Ça, c'est les premiers 6 mois. Difficile de mesurer, il y a beaucoup d'érosion de surface, on travaille beaucoup moins sur ça. On commence en général après le premier hiver, donc c'est ce qu'on appelle l'année 1. Et puis on fait la même chose l'année suivante, et puis l'année suivante, et puis l'année suivante. Donc on a un détail extrêmement riche d'informations sur la croissance. Et vous voyez qu'on a une fenêtre de croissance qui se réduit parce qu'avec le temps, ce n'est pas la croissance moyenne des animaux qui va diminuer, mais c'est leur capacité, alors qu'ils prennent de l'âge, hein, à grandir longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont démarrer beaucoup plus tard. Au lieu de démarrer ici, probablement que cela démarre dès mois de février, c'est la première année de vie. Et bien ici, à la 4e année de vie, ça va démarrer au mois de fin mai, début juin. Donc voilà, les vieux sont beaucoup plus tardifs. Okay, et puis ils vont s'arrêter beaucoup plus tôt. Bon, c'est pour des raisons physiologiques, hein, je ne vais pas. Mais donc on a une information qui est beaucoup plus raffinée qu'une simple mesure générale de l'animal. Pardon. Voilà, il faut dire qu'avec ces approches-là, on a pu tirer de nombreuses informations, mais une information qui est intéressante, et je reviens sur nos questions de climat et de variabilité climatique, on est capable de détecter très précisément sur ces courbes-là, pour des animaux donc de 1 an, la date exacte sur des populations entières, sur différentes populations en Europe, sur différentes années, on l'a fait sur une vingtaine d'années, à quel jour de l'année l'animal commence sa croissance. Et on s'est intéressé à savoir comment ce starting point de l'année de croissance variait, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait varier. C'était loin d'être évident. Et on a en fait beaucoup travaillé avec des collègues climatologues, notamment sur des principes assez classificatoires utiles, les méthodes de Cassou qui permettent de retirer les états atmosphériques atlantiques jour après jour pendant toute l'année. Donc je ne vais pas détailler sa méthode, ça prendrait du temps, mais simplement, globalement, on a une variable ici qui est en blanc, qui est le nombre de jours froids et secs durant l'hiver. Ça correspond à des situations de blocage hein, sur l'oscillation nord-atlantique. Mais bon, c'est facile d'extraire, c'est une donnée tout à fait facile à extraire. Et on a regardé à côté comment l'animal reprenait sa croissance. Et on s'aperçoit qu'en fonction de cet état météo à l'échelle de l'Atlantique Nord, eh bien, au fond de la rade de Brest, c'est là que sont prélevées ces coquilles Saint-Jacques, eh bien, on a un signal qui se traduit fortement dans le démarrage de la croissance. Le démarrage de la croissance, il va osciller entre le jour 60, c'est-à-dire, on va être au 1er mars, hein, jusqu'au jour 120, donc on va être au 1er mai. Voilà, l'animal va dépendre énormément de l'état climatique général atlantique. C'est intéressant parce que on a essayé de faire ça évidemment avec la température dans l'eau à côté de l'animal, avec la présence de phytoplancton, avec l'agitation de l'eau, etc. On s'aperçoit que ce qui marche le mieux, c'est une donnée extrêmement générale, comme si l'animal intégrait, on ne sait pas comment, mais il intègre un ensemble d'informations, un environnement hydroclimatique, et c'est là-dessus qu'il déclenche sa croissance. Évidemment, si on change les états atmosphériques, on change le démarrage de la croissance et on change donc les bilans de croissance. Donc là, ça réagit fortement à ces échelles-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, on peut prendre des coquilles Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques est un animal intéressant. Évidemment, pour moi, c'est forcément intéressant. J'ai passé un peu de temps à bosser dessus, donc je veux dire que c'est le meilleur. Mais on le trouve depuis le cercle polaire. Hein. La coquille Saint-Jacques, on la trouve au nord d'Ostevol. On
va l'échantillonner là-bas, et puis on la trouve un peu plus bas, les mêmes sur les côtes marocaines. On a un petit doute de savoir si c'est la même espèce. Donc là, la première station au sud, c'est celle de... c'est en Galice. Hein. Mais on a pas mal de stations un peu partout. Et on a étudié tous ces caractères de croissance pour essayer de comprendre, en imaginant que globalement, on aura un déplacement des systèmes météo vers le nord, à quoi va ressembler la coquille Saint-Jacques selon les perspectives d'accroissement thermique. Et on a une petite idée. Bon, je ne vais pas commenter ce graphique, je pense que c'est les résultats qui sont intéressants ici. On a un impact fort de l'élévation thermique sur l'accroissement des jours de croissance dans une année. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure avec ce graphique liant le démarrage de la croissance avec des états climatiques. Globalement, plus il fait froid, plus ça commence tard. Et donc on s'aperçoit que si on va au sud, ça démarre plus tôt, évidemment, qu'au nord. Donc ici, ça va démarrer dès le mois de février. On attendra ici le mois de mai. On a finalement, sur l'aire de répartition, la même chose que sur la variabilité que je vous ai montré tout à l'heure, qui était uniquement pour le site de la rade de Brest. Ce qui est intéressant, c'est que, et là, ça confirme une loi qui était assez, une hypothèse pendant longtemps, une loi bioénergétique qui dit plus il fait froid, plus ça va aller doucement. Chaque année, ça va grandir un petit peu. Mais comme l'énergie pour la maintenance, ce dont je parlais tout à l'heure, quand il fait froid, elle est beaucoup moins importante, il y a besoin de beaucoup moins d'énergie, eh bien, au lieu de s'arrêter de grandir parce que toute l'énergie passe dans la maintenance, eh bien, on peut continuer à grandir. La croissance ne s'arrête pas. Et si bien qu'on trouve ici les plus grosses coquilles Saint-Jacques, et de très loin, elles vivent pendant 20 ans. Elles continuent à grandir pendant 20 ans. Il fait froid, elles ne grandissent pas beaucoup, mais elles grandissent toujours, elles deviennent énormes. Ici, elles grandissent pendant 2 ans, et ça s'arrête. Toute l'énergie passe dans le maintien. Donc ce gradient que l'on a sur la vitesse de croissance qui est rapide, mais qui s'arrête très tôt, au bout de 1 an et demi, 2 ans, c'est terminé. Croissance très lente qui va durer pendant 20 ans, donc qui permet d'être très grand, eh bien c'est cet ensemble de caractères qui vont se déplacer, et qui se déplacent déjà, on le mesure, sur l'échelle des latitudes, avec les 1 degré dont j'ai parlé tout à l'heure dans le golfe de Gascogne. Alors, ce beau graphique, c'est simplement pour dire que l'équipe avec laquelle je travaille donc à Brest, à l'OSU, au sein du LEMAR, autour d'un collègue du CNRS, Laurent Chauveau, et de quelques autres collègues, eh bien, on s'intéresse à pas mal d'espèces qui ont toutes cette caractéristique de faire une strie par jour et de nous informer avec détail sur leur comportement de croissance. Je grandis, je ne grandis pas, combien de temps, à quelle vitesse, etc. Il n'y a vraiment aucune espèce sur Terre qui produit ça. Hein. C'est-à-dire qu'il laisse, en mourant, le témoignage de sa croissance jour après jour. Donc ça ouvre des perspectives scientifiques extrêmement importantes. Et donc on est allé travailler sur Dumont d'Urville, hein, sur une espèce... C'est un proche cousin de la coquille Saint-Jacques, hein, c'est un pectinidé, qui lui aussi a des stries journalières. Et puis on est allé également sur Chlamys islandica, ici au Svalbard, et puis dans pas mal de coins. Vous remarquez qu'il n'y a pas que des bivalves, hein, puisque l'ormeau nous intéresse aussi, il est capable d'inscrire. Le strombe ici, le lambi, hein, est capable aussi. Et donc on développe, la méthode est toujours à peu près la même, et on la livre finalement à des scientifiques en disant il y a matière à travailler, on fait de la biogéochimie sur les carbonates de ces coquillages à l'échelle du jour, et on essaye d'avancer. Mais donc on a ces changements climatiques inscrits dans des coquillages. Alors évidemment c'est intéressant parce que les coquillages ont toujours assez fasciné les humains, et on trouve pas mal de coquillages. Alors on les trouve de différentes natures, on les trouve dans des sépultures. Ici c'est en Bretagne, dans le Morbihan, sur l'île de Hédic, c'est une fouille de l'époque mésolithique, on est quand même encore sur des chasseurs-cueilleurs, mais ils s'enterrent avec plein de coquillages. Donc si on retrouve la sépulture, eh bien, on a des tas d'informations environnementales sur tous ces coquillages, et on peut rechercher des situations climatiques passées. Ici, c'est du médiéval, c'est en Norvège, hein, c'est une tombe viking, et vous voyez, il y a des coquilles Saint-Jacques, des bigorneaux, des berniques, etc. Ça, c'est du néolithique. Ça, c'est intéressant parce que ça n'a pas été trouvé en situation de sépulture. La sépulture, c'est toujours un problème parce que un coquillage, c'est quelque chose d'assez précieux, ça peut être transporté, gardé longtemps, on ne sait jamais d'où ça vient. Quand c'est une poubelle, on peut dire que ça a été pêché devant et mangé à cet endroit-là. Donc si on a une bonne datation, eh bien on est assez content d'avoir une poubelle ancienne et de la fouiller, c'est ce qu'on fait. Et donc on travaille avec les archéologues, et là-dessus on a évidemment ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur cet endroit-là, 3000 ans avant Jésus-Christ, on peut vous dire la température journalière, la date du maximum thermique, etc. Donc, ce sont des outils, c'est une aide à la recherche qui est absolument essentielle et sur laquelle donc, nous développons pas mal. Ce changement climatique, donc, il a altéré la croissance. Il va changer d'autres choses, et on va s'en apercevoir, c'est la phénologie. La phénologie, pour la biologie, c'est un terme tout à fait courant, pour vous aussi peut-être, donc c'est cette... répétition saisonnière de processus, c'est la floraison, c'est la reproduction, c'est le démarrage de la croissance, c'est de la phénologie. Et on peut l'étudier. Alors, ça a été très étudié quand on fait de la biologie
notamment pour les oiseaux. Hein. Il y a toute cette question de savoir si le changement climatique ne va pas modifier, alors c'est le temps qui s'écoule, c'est le printemps, la concordance entre les chenilles qui nourrissent les oisillons, enfin la concordance entre les chenilles et les oisillons. Est-ce que tout ça se matche bien? Et donc, il y a eu beaucoup de théories là-dessus, et en milieu terrestre, c'est très connu. Enfin, très connu, c'est en tout cas fortement étudié. En fait, en milieu marin, ça a été développé bien avant l'introduction des questions du changement climatique, et ça a été introduit dans les années 60 par un dénommé Cushing, un collègue anglais, qui a travaillé sur ce qu'on appelle le match-mismatch, qui est à peu près la même chose que ça, hein, mais en milieu marin. Et donc, toute la question, finalement, c'est de savoir si la modification phénologique des organismes ne va pas complètement altérer la capacité de reproduction. Alors voilà, je produis mes larves à un moment où il n'y a rien à manger pour mes larves. Et donc, c'est une question qui est forcément, très fortement étudiée, et le changement climatique induit déjà de ces mismatchs, on le verra. Donc, alors pourquoi c'est en milieu marin tout de suite très pertinent de regarder ça? C'est que énormément d'organismes marins ont une phase larvaire qui peut durer plusieurs semaines, hein, et c'est le cas de la grande majorité des invertébrés. Évidemment, les poissons ont des phases larvaires, parfois avec leurs propres réserves. Donc quand la larve a sa réserve, elle subit un peu moins les aléas de l'environnement. Mais chez une coquille Saint-Jacques, pour rester sur la coquille Saint-Jacques, il y a éclosion, la larve se forme, elle a un tout petit peu de réserve, elle va pouvoir survivre 48 heures, 72 heures. Si immédiatement elle n'a pas du phytoplancton à manger, elle meurt. Hein. Donc, et c'est vrai pour quasiment tous les petits, enfin les organismes marins, les invertébrés marins. Donc cette concordance, ce match-mismatch entre l'arrivée de la larve et la disponibilité en nourriture, elle est absolument essentielle. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, notamment chez les bivalves, ici chez les étoiles de mer et les oursins. Et ce qu'on voit avec le changement climatique, c'est justement, il y a une chose qui change, on en est certain, c'est justement l'éclosion des larves. Bon, on ne dit pas exactement l'éclosion parce qu'il n'y a pas de coquille dans l'œuf. Hein. L'apparition des larves dans le plancton, ça c'est en mer du Nord, entre 1958 et 2006. Vous avez la date d'apparition des larves d'échinodermes, oursins, étoiles de mer, dans l'eau. On s'aperçoit évidemment que c'est en train de bouger, et ça bouge, je dirais, entre guillemets, comme attendu, c'est-à-dire que depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que l'arrivée des larves dans l'eau est de plus en plus précoce. Donc on est à un endroit donné, on va regarder tous les ans, enfin toutes les semaines pendant des années, l'apparition de ces larves, et on note et donc on a réellement des... Alors c'est un exemple parmi de très nombreux maintenant, très bien renseignés. La phénologie des organismes est en train de puissamment changer. Alors, celle du phytoplancton aussi, enfin au moins pour certaines espèces. Donc on peut s'attendre à ce que la proie et le prédateur bougent ensemble en termes temporels, mais dans de nombreux cas, on sait que ça ne se passe pas en même temps. Donc on a, à travers cette modification phénologique, des grosses altérations des cycles vitaux de ces organismes. Revenons à mon outil de passion, la coquille Saint-Jacques. Si on regarde un autre caractère phénologique, la date de ponte, le moment où l'animal va envoyer ses gamètes, donc ses fécondations externes. Spermatozoïdes et ovocytes sont balancés dans la masse d'eau, et ça va se féconder donc dans la masse d'eau. Mais vous voyez que cette date de ponte, on est toujours en rate de Brest, hein, sur des données qui s'étalent là sur une quinzaine d'années, on s'aperçoit que la date de ponte, eh bien, elle peut être relativement précoce, on est 70e jour de l'année ici, presque 90e, et puis parfois jusqu'au 110, 120e jour. Donc la date de ponte est variable sur l'année, et elle est complètement sous la dépendance de la situation climatique atlantique. Enfin complètement. Nous avons une bonne corrélation sur les phénomènes météo à large échelle. Donc voilà, la phénologie est très impliquée. Je répète, quand ces larves, c'est-à-dire 2 jours après cette date de ponte, la larve, si elle ne trouve pas de phytoplancton, elle collapse, l'essaim larvaire disparaît. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on observe, et on commence à décrire des tendances assez fortes. Alors si on revient un petit peu sur ces questions-là, notre organisme est face au changement climatique, il y a plusieurs processus. Soit le changement est faible, et l'organisme va s'adapter par une acclimatation. Alors quand on dit acclimatation, c'est cette capacité que l'individu, je ne parle pas de la population, mais que l'individu a à gérer une augmentation de 0,5 degré, de 1 degré, une avancée de la date, un retard de la date, etc. Ça, c'est à l'échelon individuel. Ça peut marcher. Si ça ne marchait pas, on n'aurait pas des aires de répartition étendues. Donc ça marche. Ça marche dans une certaine limite. Si c'est plus impactant, on passe sur un second processus,
Et ça, on a actuellement du mal à l'étudier dans la nature, bien qu'expérimentalement on sache le faire. On rentre dans un processus d'adaptation. Donc là, je ne suis plus individuel, je suis populationnel. Adaptation au sens darwinien du terme, hein, c'est-à-dire que la variabilité interne à la cohorte, à l'ensemble de la génération, permet à certains de survivre, même si les conditions sont contraignantes, et de donner naissance à des descendants. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur la sélection naturelle, mais on voit une évolution par adaptation de type darwinienne. Puis évidemment, si c'est intolérable, eh bien, il y a mortalité ou migration, donc d'individus ou clairement de population. La modification éventuelle complète de la phénologie, ou bien la disparition si donc l'adaptation n'est pas possible. Donc la migration, évidemment, c'est ce qui va nous intéresser maintenant, est un processus évidemment relativement facilement observable dans le milieu marin. Donc ce que je vous montre là, c'est des données compilées par notre collègue Beaugrand, qui a fait un travail un peu historique finalement. C'est la première démonstration qu'à l'échelle des océans, tout est en train de bouger. Il a travaillé donc sur les données de plancton, des enregistreurs de plancton, donc des données qui sont longues dans le temps, hein, traînées par des bateaux de servitude. Vous connaissez le système de collecte de ces informations. Il s'est intéressé à des assemblages. Vous voyez, c'est la côte européenne, la Bretagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, là on voit l'Islande. Il s'est intéressé à des assemblages dits d'eau tempérée. Il a regardé comment ces assemblages d'espèces que l'on connaît pour des tas de critères, des tas de façons de l'approcher comme étant des espèces d'eau tempérée. Et en utilisant toutes les données, il s'est aperçu donc qu'il y avait une remontée très très forte à cette échelle de temps de toutes ces espèces d'eau tempérée vers des eaux qui étaient inaptes à leur vie. On a, pour ce qui est des assemblages planctoniques d'eau froide, eh bien on a le processus inverse. On a une remontée vers les eaux les plus nord. Donc on a cette migration polaire. Donc c'est la première démonstration, enfin pas la première, mais c'est probablement la plus belle démonstration sur un lot important de données qui a permis de vraiment poser cette histoire du déplacement des aires de répartition. Et ça avait été fait sur les copépodes. Évidemment, derrière ça, il y avait toute la réflexion sur les poissons qui mangent les copépodes et sur la morue qui se déplaçait, etc. Mais j'en dirai un mot plus tard. Donc oui, ça se déplace et ça se mesure bien. On voit migrer des ensembles. Alors attention, on va migrer des ensembles. Je n'ai pas dit on va migrer des écosystèmes, on va migrer des réseaux, on va migrer voilà ce qu'on sait mesurer finalement. Ici, c'est des copépodes parce qu'on savait bien le mesurer. Et donc ça, on a pu l'analyser. Ce qui environne tout ça, les réseaux trophiques qui environnent tout ça, on est beaucoup moins documenté pour en parler. On a d'autres choses. Alors c'est des données qui viennent de la pêche. Vous connaissez ce poisson, le Saint-Pierre. En général, on l'apprécie dans une assiette. Ce poisson, eh bien, il était, regardez, dans les années, fin des années 70-80. Alors, ce sont des données de pêche sur des carrés statistiques pour les pêches. Il était pêché de manière quasi anecdotique dans les eaux de l'Atlantique, donc de l'Atlantique Nord-Est. Et puis on l'a vu arriver, années 80, 87, etc. Et dans les dernières périodes, enfin les dernières statistiques qu'on a ici entre 2002 et 2005, c'est une pêche abondante. D'ailleurs, ça a eu un impact sur les cours de ces poissons, sur la façon de le percevoir en tant que poisson de luxe et beaucoup moins luxe, enfin moins luxe maintenant, on va dire. Donc ça se mesure et on est complètement dans les gammes de modification thermique des océans. Donc une espèce qui monte, parmi beaucoup d'autres. Et ça, on pourrait maintenant, la littérature est bien complète. Cet article ce papier n'est pas très ancien, c'est 2008, mais il y en a eu d'autres depuis. La morue, le rouget, l'anchois, le hareng, pardon, morue, rouget, hareng. Et vous regardez ces courbes-là, enfin ces dessins-là, c'est la mer du Nord, hein, Grande-Bretagne, Hollande, Danemark, Norvège. Et donc ces points, donc, c'est des mesures sur une période de 15 ans de l'abondance à partir de statistiques d'évaluation des stocks, hein, faites par les agences d'évaluation des stocks de poissons pêchés. Et tout ce qui est en jaune, rouge, c'est des diminutions sur la période. Et tout ce qui est depuis le vert clair jusqu'au bleu, c'est des augmentations. On a du bleu ici. Et en fait, on voit, comme on l'a vu sur les schémas précédents, hein, ce mouvement rapide hein, vers les pôles de nombreuses espèces. Donc ça modifie beaucoup de choses. On pourra, en conclusion, essayer d'imaginer ce qu'il faut faire, enfin, comment on agit par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui se fait à l'échelle d'une vie d'homme, d'une vie de pêcheur. Hein. C'est vraiment des modifications extrêmement significatives. Donc, on les voit remonter, ils sont de plus en plus nombreux par rapport aux références anciennes, et c'est l'inverse pour la morue. En Bretagne, en étant à la pointe de la Bretagne, à Brest, l'observatoire observe, évidemment, et parmi les différentes choses qu'il observe la vie marine, la biodiversité, et toutes ces espèces-là, d'un crabe jusqu'à un coquillage,
des oursins, etc. Je dirais, on les voit passer sous nos fenêtres depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'elles étaient limitées au golfe de Gascogne, elles passent en Manche. Et on les voit passer. Et la liste s'allonge d'année en année. Parfois, on est assez détaillé là-dessus. Ce crabe, le Pachygrapsus, la signalisation la plus nord, c'était la baie de Concarneau dans les années 30. Ça bougeait quasiment pas. Et puis on a commencé à voir l'île de Saint en 80, puis à Morgat, etc., etc. Et il continue son chemin. Donc il monte à la vitesse des modifications donc, des isothermes. Donc tout ça, on l'observe, c'est en train de bouger. Alors, évidemment, on pourrait pendant 10 heures parler de toutes ces espèces qu'on mesure bien, et dans le Pacifique, et dans l'océan Indien, etc. Ça monte. La Méditerranée, j'en parle un petit peu à la fin. On a compris, c'est en train de bouger. Alors, ces écosystèmes où des choses se mettent à bouger deviennent beaucoup plus vulnérables aux envahisseurs. Ils sont beaucoup plus envahissables. Et on a des beaux exemples. Vous avez ici une espèce qui recouvre tous les rochers. Hein. La couverture est impressionnante. La totalité des rochers, donc c'est à marée basse sur la côte bretonne, est couverte, c'est la rade de Brest ici, par des huîtres qui sont une espèce donc introduite, c'est l'huître creuse, hein, qui n'est pas une espèce, je dirais, de chez nous. Hein. La seule espèce européenne, c'était l'huître plate, qui a été, pour des raisons d'élevage, et puis pour des raisons de mortalité sur l'huître plate, remplacée par cette huître creuse, Crassostea gigas, hein, donc l'huître creuse, qui est la plus commune actuellement chez tous évidemment les marchands. Elle fait 95% de la production nationale. Elle était cantonnée dans les élevages. Et puis, avec des étés un peu plus chauds que la moyenne, notamment à la fin des années 90, dans plusieurs endroits, elle a commencé à faire quelque chose qu'elle ne faisait pas, parce qu'on ne la considérait pas adaptée à nos milieux pour cela. Elle a commencé à se reproduire. Et donc, ce qu'on s'aperçoit ici, je veux dire, c'est pas bon là, voilà, on voit bien l'effet thermique sur la capacité à se reproduire, pouf, elle pond. L'important là-dedans, c'est pas. Enfin, c'est un fait important, mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans un écosystème, si certaines espèces s'en vont, si l'ensemble des interactions entre les espèces est un peu disloqué parce que il y en a qui doivent remonter, d'autres qui vont disparaître, etc., ces écosystèmes sont beaucoup plus envahissables. Et ça, on le voit. Enfin, il faut savoir qu'actuellement, si on regarde les espèces qui arrivent comme ça, en baie de San Francisco, il y a chaque semaine une nouvelle espèce marine qui arrive. Alors évidemment, si on prend un peu de recul, si on regarde au bout de 5 ans, il y en a assez peu qui ont réussi à s'installer. Actuellement, la baie de San Francisco est un écosystème totalement rénové, je dirais, entre guillemets, par des espèces introduites, dans un écosystème qui était altéré. Actuellement, il y a 100 espèces introduites qui gèrent les flux de matière dans la baie de San Francisco. Donc on a complètement changé de système. Donc ce qui se passe ici avec cette espèce-là, mais d'autres, hein, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, c'est qu'on a des écosystèmes qui semblent beaucoup plus perméables aux arrivées d'espèces. Donc il y a un peu de changement climatique. Vous voyez, pour faire ça, c'est que l'écosystème laissait de la place. Et on pense notamment à des régressions d'espèces prédatrices sur les espèces, sur les stades les plus jeunes de l'huître. Donc des invasions qui augmentent. Alors, voilà, donc on bouge dans le temps, on s'adapte, on migre, certaines disparaissent, d'autres envahissent. Enfin, la vraie question, c'est comment globalement ça se passe. Et là, on va être beaucoup moins à l'aise. Donc si on prend un écosystème, j'ai pris le schéma le plus basique que j'ai pu trouver. C'était simplement pour se rappeler que parler d'une étoile de mer qui va migrer vers les pôles n'a pas beaucoup d'intérêt quand on parle d'écosystème. C'est de voir comment ça va se passer si la proie de ces étoiles de mer, elle, ne se déplace pas vers le nord. Comment ça va se passer? Donc on rentre dans le domaine des interactions, et là je peux vous dire que l'écologie est encore extrêmement pauvre en observation assez, mais en tentative d'imaginer les processus et leur évolution à moyen et à long terme, extrêmement faible. Je vais essayer de vous montrer par 2 exemples quels sont ces types d'interactions liées au changement climatique qui sont modifiés, qui peuvent tout changer. Je vais prendre un premier exemple. Alors j'étais à Montréal la semaine dernière et on travaillait sur différentes choses, notamment dans le cadre d'un institut France-Québec de la mer. Et on essayait de mettre en commun un peu l'état de nos réflexions, et notamment donc, un collègue, Magella Guillemette, qui nous a présenté un travail sur les fous de bassin dans la baie du Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent. Vous avez donc une colonie de fous de bassin, rien de très original, c'est sur l'île de Bonaventure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu assez récemment, les données sont anciennes parce qu'il y avait des suivis ornithologiques depuis longtemps, et on remonte à 1976. Tout l'intérêt, évidemment, des séries, je ne vais pas dire ça à des observateurs, mais
la valeur, si on s'était arrêté là, la valeur de tout ça, on aurait dit, ouais, bon, c'est bien, on a pendant 10 ans mesuré le nombre de foot-bassants qui allaient se reproduire, et alors, bon, on fait une belle jambe, et on va couper les crédits, ça sert à rien. Enfin, le problème, c'est qu'il s'est passé des tas de trucs, et là, ça devient extrêmement intéressant d'avoir ces référents un peu anciens. Ce qui s'est passé, c'est que le nombre de couples couvant des œufs s'est mis à diminuer assez brutalement, quelque part ici, donc à partir de 2003. La réussite à l'éclosion s'est également effondrée. Et donc, il s'est passé un phénomène qui a intrigué tous les scientifiques du golfe du Saint-Laurent. Et là, c'est des collègues de l'Université du Québec à Rimouski. Et ils ont commencé à regarder ça de près. Ils n'avaient pas de réponse. Honnêtement, ils n'avaient pas de réponse. Ils ont cherché des impacts locaux, des tas de trucs. Ils étudiaient le régime alimentaire, mais ils n'avaient pas focalisé là-dessus. Ils étaient sur d'autres réflexions. Et puis, ce qu'ils ont fait, alors là, c'est aussi un intérêt, c'est que des fois, on fait des choses, on ne sait pas trop pourquoi. Quand on met une balise sur un oiseau, c'est toujours assez marrant. Et puis, on est content de voir ce qu'il fait. Mais là, il s'est passé un truc, c'est qu'on a fait en 2014 des balisages de foot-bassan à partir, voilà, c'est ça, l'île de Bonaventure, elle est là. Vous avez le golfe du Saint-Laurent. Et on a fait on a balisé des animaux. Et on a fait référence à ce qui avait déjà été fait, de manière moins ample, mais de la même façon, avec des balises portées par les foot-bassans en 2003. Et vous avez ici les trajectoires d'alimentation des foot-bassans de l'île Bonaventure en 2003. On refait l'expérience donc en 2014, et là, on sort complètement du cadre que l'on pensait être le cadre de la zone d'exploitation par les foot-bassans, et on a complètement changé. Les distances ont été plus que doublées. Un foot-bassan, pour aller se nourrir, pour rapporter de la nourriture au nid, eh bien, va dépenser beaucoup plus d'énergie aujourd'hui en 2014 qu'en 2003. Donc, cric, nos scientifiques canadiens ont commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur prend à aller partout? Et là, ils sont tombés, et là, une fois de plus, on voit que les séries de données, parfois complètement disjointes, prennent de l'intérêt. Ils ont récupéré les données de l'équivalent d'Ifremer qui s'appelle Pêche et Océan au Canada, et ils ont récupéré les données sur l'abondance du maquereau. Le maquereau a, je ne dirais pas disparu, mais c'est considérablement raréfié pendant cette période charnière qu'on a vue sur le schéma précédent, dans le golfe du Saint-Laurent. Pourquoi? Eh bien parce que les conditions thermiques du golfe ont changé. On est sur des gros changements, hein, au même titre que sur de Gascogne. Ils ne sont pas tout à fait comparables, puisqu'il y a des entrées d'eau, de bouffées de Gulf Stream qui parfois rentrent dans le golfe du Saint-Laurent. Mais peu importe, on est sur une modification thermique qui fait monter le maquereau. Le maquereau, il monte partout, hein. On verra que ça a des conséquences assez graves, c'est que parfois, il y a des pays qui ont des totales, des TAC, hein, des captures admissibles, qu'on leur donne tant de tonnes, ils ne peuvent même pas les pêcher parce que le maquereau est parti plus au nord. Hein. Donc là, le maquereau est sorti du golfe du Saint-Laurent. Et donc, on peut parfaitement relier la régression ou la chute de reproduction des foot-bassans avec cette absence de maquereau. On fait des régimes alimentaires sur des pelotes de réjection de ces foot-bassans. Le maquereau, qui sur des références anciennes couvrait 80% des besoins énergétiques des foot-bassans, il devient quasiment absent. Le ratio de nutrition diminue, etc. Donc la ressource principale qui sort du golfe Saint-Laurent pour des raisons donc, de changements globaux de température, eh bien, induit, voilà une belle interaction, induit donc la régression des colonies de foot-bassans à l'île de Bonaventure. Donc ça, ce sont les données d'une relation donc, productivité des foot-bassans avec le nombre de maquereaux producteurs en tonnes, les données donc, de pêche et océan. Et puis tous ces points-là sont ceux de la décroissance des populations de foot-bassans depuis 2013. Donc voilà ce que c'est qu'une interaction. Une espèce proche se déplace et le prédateur, lui, est toujours là et il garde ces zones de nidification, en tout cas pour l'instant. On peut pas, et donc une régression très forte des populations. Alors le deuxième exemple d'interaction, je prends carrément une autre extrémité, je vais dans le plus petit, je dirais, et de ces interactions d'un autre type. C'est toutes les questions de l'émergence des maladies. On s'aperçoit que de nombreuses maladies, notamment des vibrioses, globalement des maladies bactériennes, certaines maladies virales aussi, sont très médiées par la température. En fait, la relation entre un hôte et un parasite peut être extrêmement sensible à la température. Il y a un moment où le parasite est légèrement favorisé, il entraîne donc la mort ou la régression, la maladie de son hôte, ou à l'inverse, certaines températures permettent à l'eau d'être beaucoup plus fort et on voit des pathologies disparaître. Ce qu'on voit aujourd'hui avec ces changements climatiques rapides, c'est que dans de nombreux cas, il y a des cas probablement inverses, mais ce qu'on voit bien, c'est des mortalités. Donc ici, c'est sur les coraux, le blanchiment des coraux, donc induit par des températures très élevées qui favorisent énormément le pathogène aux dépens de l'hôte. Les attaques virales sur le phoque, le veau marin,
ont été également imputées à des modifications climatiques qui ont renforcé la virulence du virus. Et puis, je vais vous en parler un peu plus sur les coquillages, puisque c'est une thématique assez centrale à l'Observatoire de Brest. On s'aperçoit que des maladies, notamment des maladies des vibrioses, sont extrêmement médiées par des petits changements thermiques. Donc là, je reviens, c'est sur les coraux. Donc évidemment, ce vibrio qui attaque les coraux, eh bien, on s'aperçoit, si on reprend ça expérimentalement, qu'il y a des températures seuil au-dessus duquel donc, il devient extrêmement virulent. Donc ici, le seuil est entre 24 et 26. Dès qu'on arrive dans des températures supérieures à 25 degrés dans certains systèmes de coraux, eh bien, le vibrio est extrêmement agressif et induit la mort du corail. Je reviens sur la Bretagne. Vous allez me dire, il fait une fixation, mais si je viens là, ce n'est pas vous parler de Montpellier, donc je vous parle un peu de la Bretagne. Voilà, on a une espèce intéressante gustativement, bien sûr, et assez fortement pêchée par la pêche amateur, mais aussi par des professionnels autour de la Bretagne, c'est l'ormeau. L'ormeau, c'est un gros gastéropode. Hein. Quand vous avez pêché ça, si vous sortez le muscle à l'intérieur, c'est un petit beefsteak. Hein. C'est très recherché, c'est très, très prisé. Et donc, on suit assez bien les populations autour de, plus que la Bretagne, puisque vous voyez, on part de la Vilaine, ici, enfin, on est encore en Bretagne, mais on monte jusqu'au Cotentin et même derrière. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des mortalités. Oui, les petits ormeaux en rouge, c'est des zones de mortalité. On a vu ça en 97, d'abord apparaître au sud de la Bretagne. Puis en 98, autour de Saint-Malo, très forte mortalité. 80% des ormeaux étaient morts. On les retrouvait le dos en l'air, morts. Et ça continue à monter sur Jersey. Et puis finalement, sur carrément le nord Cotentin, c'est pas indiqué là. Mais donc on a eu cette migration. Et en fait, on s'est évidemment dit, il se passe un truc à cette échelle-là. Et pourquoi ça ne se passe pas ici? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? Eh bien, on a regardé effectivement les aspects thermiques dans le détail et on s'aperçoit, et c'est extrêmement clair, que toute la zone indemne de pathologie est une zone, alors les physiciens connaissent bien ça, c'est le front thermique d'ouessant, des remontées d'eau de fond par frottement et turbulence donc dû au courant de marée dans la Manche. L'eau de fond remonte. Moi, j'habite là. En été, quand on a 13 degrés dans l'eau de mer, on est content. Hein. Donc, c'est vraiment très froid. Et toute cette zone-là, finalement, est une zone de température qui ne dépasse jamais les 16,5 degrés. Température en dessous de laquelle notre vibrio, qui est à l'origine de ces mortalités, est très, très inhibé dans son activité d'attaque de l'autre, qui est l'ormeau. Ces zones-là sont toutes des zones où la température est dépassée. Donc voilà, on peut commencer à dire, oui, il va se passer. Et ça, c'est une interaction. D'accord ? Donc voilà, que l'ormeau se déplace, parce que la température monte, ce qui est vrai d'ailleurs, l'ormeau globalement se déplace, on ne le trouvait pas ici il y a seulement 20 ans, hein. Il commence à monter vers le nord, il est en limite nord. Eh bien, c'est la relation intime entre un vibrio et l'ormeau qui est parfaitement modifiée par cette variation thermique. Bon, alors sur l'acidification des océans, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que d'abord, je n'aurai pas le temps, et puis c'est moins, je dirais, mon champ de spécialité. Mais vous savez que les études maintenant sont très nombreuses, on a de nombreux collègues en France qui travaillent là-dessus, et à Brest et ailleurs. On a évidemment la mise en évidence que sur les formes les plus petites, calcifiantes, à coquilles, eh bien on peut, en reproduisant les états prévisibles de l'acidité des océans, regarder ce qui se passe et voir qu'ici on a sur des ptéropodes les anomalies de calcification. Donc il est clair qu'un certain nombre d'espèces sont très, très impactées par des toutes petites variations du pH. Évidemment, d'abord les espèces calcifiantes. Évidemment, il n'y a pas que la calcification qui est impactée par le pH. Vous le savez bien, l'équilibre ionique est impacté par les niveaux de pH chez tous les organismes, qu'ils aient une coquille ou pas. Mais on va surtout focaliser les recherches sur ces organismes calcifiants. Ici, je reviens sur notre huître creuse, la Crassostrea gigas de tout à l'heure, qui est fortement étudiée parce que c'est une espèce élevée. Vous voyez à gauche, c'est ce que donne un élevage, jour 1, jour 2, jour 3, c'est la larve, sa petite coquille calcifiée. Voilà à quoi ça ressemble, une huître quand ça a 24, 48 heures et 72 heures. Un peu plus, 96 heures. Ça, c'est au pH normal. Ça, c'est en simulant, donc en créant des pH légèrement acides, mais on est dans le 10e, hein, on est dans de ce qui peut se passer à échéance de 50 ans. Eh bien, le développement de ces animaux est totalement perturbé, enfin très fortement perturbé. La survie est également évidemment affectée, mais la coquille, la capacité à calcifier est largement impactée. Donc évidemment, ça pose question. Là, ce sont des choses plus prospectives, issues de modèles géochimiques, mais c'est les niveaux de dissolution de l'aragonite qui forme l'essentiel de ces coquillages. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que dans la période 2080-2099, selon les scénarios du GIEC, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des zones
où il n'y aura pas d'équilibre cristallisé, on aura une dissolution permanente des formes calcifiées. Quand on sait l'importance de toutes ces espèces calcifiées, notamment dans les réseaux trophiques antarctiques, évidemment, c'est une remise en question profonde de ce qu'on sait aujourd'hui de ces écosystèmes. Oula. Voilà, alors si on regarde devant maintenant, après avoir dit tout ça, donc c'est un grand chantier finalement, avec des morceaux, on a des espèces de lambeaux de connaissances. Bon, certains essayent d'imaginer ce qui va se passer, notamment en prenant non pas les aspects populationnels, c'est-à-dire les interactions, etc., mais à l'échelle individuelle. J'ai un organisme, je le connais, je sais que si j'augmente la température de temps, si j'augmente le pH de temps, enfin si je diminue le pH de temps, sa capacité de survie sera de telle valeur. Et donc, on a des gens qui font des modèles donc, sur ces caractéristiques purement physiologiques, et on sort des graphiques. Ici, donc, c'est le travail de Chung en 2009, qui nous raconte comment ça change. Donc ici, c'est de l'immigration. Donc on a ici, plus c'est rouge, plus on a de nouvelles espèces qui rentrent dans une maille du modèle où elles n'existaient pas. D'accord ? Ici, c'est l'inverse, c'est les extinctions. Donc plus on aura d'espèces à disparaître dans les mailles du modèle concerné. Et donc quand c'est rouge, c'est que les disparitions sont extrêmement élevées. Donc voilà ce qu'on est capable de produire. Donc on n'est pas complètement étonné, je ne vais pas commenter ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était extrêmement limité comme approche. D'accord ? Parce que je ne me pose pas la question de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les proies pour ces espèces sont toujours là? Est-ce que le prédateur est parti, celui qui permet le développement? Est-ce que les vibrios, les maladies? Donc on est sur une vision extrêmement simplifiée. C'est la seule qu'on peut produire maintenant. Et donc il y a beaucoup à faire pour imaginer l'océan biologique du futur. Il y a d'autres choses qui sont également intéressantes, et notamment des simulations. Et là, c'est pour une espèce, c'est la répartition d'une espèce, la fausse limande, en Méditerranée. Et ça, c'est l'ère de répartition en 1980. C'est ce qu'on attend toujours sur ces critères, capacité de survie, capacité physiologique de survie aux nouvelles conditions, en 2041-2060, en 2070-2099, donc à la fin du siècle. Et on s'aperçoit évidemment que cette espèce-là va se trouver extrêmement limitée dans des... Et là, c'est une autre, ça appelle une autre réflexion, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des refuges, Banyuls, le nord de l'Adriatique, le nord de la mer de Marmara et le nord ici, enfin, etc. Et donc, quelle est la grande différence entre ça et ça pour un biologiste, entre la première graphique et le dernier? La grosse différence, c'est la fragmentation. D'accord ? On a un système, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire possible, hein, les espèces montent au plus au nord possible. Et les refuges donc créent des sous-populations relativement autonomes, qui risquent d'être génétiquement assez pauvres, qui ne brassent plus avec l'ensemble à l'échelle de la Méditerranée. Et donc ça, ce sont des changements très très difficiles à appréhender, enfin en termes de conséquences réelles sur ces populations. Est-ce qu'une population de cette dimension-là, avec quasiment plus d'échanges avec l'extérieur, peut-elle survivre? C'est une vraie question qui est soulevée donc par tous les gens qui font de la génétique des populations. Alors, en arrivant un peu au terme de cet exposé, donc, on peut parler d'une véritable expérience écologique. On n'est pas très heureux de la vivre, mais c'est ce qui se passe. Donc tous les principes de l'écologie sont réexaminés à l'aune de ces changements extrêmement forts et extrêmement rapides. Donc on a vu beaucoup de choses. La migration vers les pôles, c'est évidemment ce qui est le plus évident. Des modifications individuelles de croissance, de reproduction, de phénologie, j'aurais pu le rajouter. Les niveaux de connaissances sont incompatibles avec la production de scénarios réalistes utiles pour le futur. Seuls des grands traits se dessinent. Donc, je crois que c'est important à savoir. Tous ceux qui vous disent, écoutez, dans 50 ans, voilà à quoi va ressembler l'écosystème de la baie de Banyuls ou celui du bassin d'Arcachon, sont des menteurs, on ne sait pas. Et c'est un problème parce qu'en tant que biologiste, on est énormément questionné là-dessus. Hein. Pour plein de raisons, pour le développement des espaces littoraux, pour la pêche professionnelle, pour la pêche amateur, etc. Et donc on a beaucoup de mal. Alors, la question, elle est vraiment là, c'est comment se translate un réseau écologique. Aujourd'hui, les recherches s'approfondissent, mais on est quand même très mal à l'aise sur cette question-là. On pourrait répondre rapidement. On peut dire, voilà, je suis en rade de Brest, la température moyenne à l'échelle de l'année, c'est 12,5 degrés. On m'annonce 1,5 degré, on sera d'accord à 14 degrés. 14 degrés, je regarde un peu vers le sud, je vois une ria galicienne ou même le sud du Portugal, et je dis, bon, allons regarder au sud du Portugal, c'est probablement à ça que ça va ressembler. C'est évidemment totalement faux, enfin totalement faux, ça peut être la vérité, mais ça peut être effectivement ce qui se passera, mais personne n'a d'éléments pour dire que c'est ça qui va se passer. On a bien vu comment ces interactions changent. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des espèces, justement, parce qu'elles ont des générations très courtes et une capacité à se reproduire, les bactéries, plusieurs générations dans la journée. On peut imaginer que des espèces à taux de génération très, très, très rapide,
à génération très courte dans le temps, une capacité d'adaptation. Évidemment, une espèce qui ne se reproduira pas avant la 5e année, c'est un autre problème. Donc on imagine bien que tout ça va se distendre. Hein. On est sur un système qui ne va pas migrer globalement de manière conservative. Je prends un écosystème et je le remonte. C'est certainement pas comme ça que ça va se passer. Certaines espèces vont s'adapter, d'autres vont migrer facilement et rapidement. Tout ça, c'est donc au cœur de nos recherches actuelles. Donc c'est certainement pas un déplacement dit conservatif. Il se passera beaucoup d'autres choses. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Bon, la première chose, c'est d'ailleurs, c'est tendre vers des émissions nulles ou les plus faibles possibles, et c'est évidemment un sujet de société. On peut s'inquiéter de voir que en dehors des COP, tout le monde oublie ça, mais enfin bon, on a vu certaines campagnes électorales où c'était vraiment plus un sujet, enfin, au moins pour ceux qui ont été retenus à l'issue du scrutin. Et donc c'est un peu inquiétant, mais bon, l'océan peut jouer un rôle non négligeable, et ça, vu de Brest et de Nantes, où on travaille beaucoup sur ces sujets-là, enfin Toulon aussi le fait, évidemment, on est fortement, enfin les équipes sont fortement investies sur la production décarbonée à partir des océans, sur des tas de possibilités, hein. Donc l'éolien posé ou flottant. Je pense que là, on a un sujet important de production d'énergie, parce que la problématique de l'éolien posé, c'est qu'il faut des fonds assez limités. On va planter jusqu'à 30 mètres, 40 mètres des éoliennes dans la mer. Ça, on sait faire. La mer du Nord, ceux qui ont l'occasion de naviguer en mer du Nord, c'est assez édifiant de voir ces centaines d'éoliennes, et ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a un problème sociétal, de visibilité, de gêne pour le transport, plein de choses. Il y a plein de choses. Donc, le flottant est très intéressant parce qu'on peut, alors là, du coup, mouiller des éoliennes sur des plateformes. On rejoint des technologies de la plateforme offshore. Hein, et là, on a des espaces immenses. Donc ça, c'est des enjeux très importants. Ce n'est pas pour demain, c'est pour après-demain. L'énergie courant marin, vous savez que la France s'y met, mais lentement. On a actuellement deux hydroliennes dans l'eau. On a toujours le barrage de la Rance qui marche bien, hein, mais en termes de nouveautés, on n'a que deux hydroliennes dans l'eau. Les houles, ça aussi, c'est pour après-demain. Il y a évidemment le potentiel, il est très fort. L'énergie thermique, il y a déjà des expérimentations. Ça peut marcher, mais les sites où ça peut vraiment marcher sont assez limités. On parle de la Réunion, il y a eu des essais dans les Antilles. Et dans le transport en lui-même, c'est intéressant. Hein. Transporter quelque chose sur une structure flottante, c'est ce qui consomme le moins d'énergie, c'est ce qui produit largement le moins de gaz à effet de serre. Donc le développement de transport, même si actuellement déjà il est peu carboné, ce transport maritime, on peut imaginer que ça baisse encore. La biomasse algale, on a des collègues aussi en Méditerranée qu'en Atlantique qui travaillent beaucoup sur la production de fuel à partir de phytoplancton. Et puis le SWOC, qui est donc le système de climatisation à base en pompant de l'eau froide. C'est intéressant pour les tropiques quand on a une thermocline qui n'est pas trop profonde, on fait monter l'eau froide. Et à Tahiti et ailleurs dans le monde, on a des hôtels, des administrations qui sont climatisées par l'eau froide de fond. Donc là, l'océan devient acteur, hein, d'un processus. Évidemment, c'est du côté des écosystèmes qu'on peut se pencher, c'est comment essayer de limiter au maximum, je dirais, ces évolutions assez délétères. Le principe général, c'est qu'il y a synergie de processus, synergie négative dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'un réseau trophique altéré, notamment par une pêche mal gérée, mal limitée, est beaucoup plus sensible à toutes les attaques environnementales, que ce soit un changement thermique ou autre chose. Donc évidemment, il y a le problème de gestion des pêches. Vous savez que c'est un problème qu'on commence à régler en Europe. On sait faire des rendements maximum durables, dire voilà, si on prend ça, on va y arriver. Il y a une bonne moitié des populations de poissons en Europe qui sont à ces niveaux-là et que ça marche pas mal. Encore une moitié qui est surexploitée. Mais c'est une question mondiale. Hein. Évidemment, ce qu'on fait en Europe proprement, etc., à l'échelle de Golfe de Gascogne, la mer du Nord, etc., lorsque vous êtes au large de la Mauritanie et que les bateaux chinois sont là, voilà, on est sur autre chose. Donc, c'est un problème mondial sur lequel il faut travailler. Diminuer les impacts de toutes les activités, évidemment, pour préserver ces écosystèmes, pour leur donner plus de résilience, de résistance au changement. Préserver la biodiversité marine, donc il y a toute la question de maintenir des réseaux trophiques riches. On sait que dans ce maillage d'interaction, si c'est très simple et qu'une espèce s'en va, tout s'effondre. Si c'est très compliqué, très riche d'interaction et qu'une espèce s'en va, on peut penser qu'une autre peut reprendre une grosse partie de la place laissée, etc. Donc il faut des systèmes les plus riches pour qu'ils soient les plus résilients. Une autre question qui est finalement encore trop peu abordée, mais on le voit bien hein, dans ces questions, notamment en Méditerranée, on voit ces espèces qui vont chercher des refuges, etc. Il y a toute la question de la génétique. Et si les espèces, et là je ne parle pas des systèmes, hein, je parle des espèces, au sein d'une population, si ces espèces ne portent pas une diversité biologique génétique suffisante,
eh bien, leurs capacités d'adaptation sont très faibles. Donc il faut tout faire pour maintenir de la variabilité. C'est-à-dire que si on prend la coquille Saint-Jacques, je reviens sur ma fixation, mais si on prend la coquille Saint-Jacques, on sait que génétiquement, elle a une variation sur son aire de répartition. D'accord ? Et qu'une coquille Saint-Jacques de la côte galicienne, ce n'est pas la même chose qu'une coquille Saint-Jacques de la mer du Nord ou bien de la Norvège. Elles portent une information génétique spécifique. Donc c'est être capable de conserver cette variabilité pour que les espèces aient les capacités de s'adapter donc à ces changements qui actuellement nous portent. Et puis évidemment, des outils comme les aires marines protégées, c'est assez essentiel, les sanctuaires génétiques dont je viens de dire un mot. Évidemment, il y a aussi un niveau d'action sur lequel donc, les scientifiques sont sollicités, c'est d'anticiper les pratiques, les usages. Alors, notamment, je parlais des Total Accessible Capture, donc les TAC, hein, les niveaux admissibles de pêche qui sont donnés au niveau européen à chaque pays pour chaque zone. Bon, c'est un vrai sujet, hein, parce que le maquereau, je reviens sur le maquereau se déplace à une vitesse assez étonnante. D'ailleurs, les scientifiques restent, mais il se déplace vers le nord. Lui, il a un mouvement vers les pôles qui est extrêmement rapide. Et donc, les Islandais se trouvent avec des tas de maquereaux, même dans le nord de l'Islande aujourd'hui, avec des très petites quantités autorisées de pêche, alors que dans des coins plus au sud, les Espagnols ont des coins, ils ne peuvent même pas faire leur TAC. Donc il faut qu'il y ait en permanence des interactions, ça va vite. Il en va de la survie de certaines flottilles, donc c'est des sujets quand même relativement importants. Donc ça, c'est un sujet. Évidemment, orienter les investissements, parce que mettre en route une nouvelle flottille pour un nouvel type de pêche, c'est une vraie question. Si on peut l'anticiper, ça permettra à des communautés littorales de mieux résister donc, à ces changements en cours. Voilà, donc j'en ai terminé. Je tiens à vous remercier. J'espère que ça vous a intéressé.